Convocation du collège électoral le dimanche 28 juillet 2013 sur toute l'étendue du territoire national. La décision a été prise aujourd'hui au cours d'un conseil des ministres extraordinaire. Notre invité, le ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de l'aménagement du territoire, nous en parlera au cours de cette édition. Signature entre le Mali et la Banque mondiale de 3 accords de financement d'un montant d'environ 66 milliards de francs CFA. L'enveloppe permettra de mettre en œuvre 3 projets d'urgence, dont celui relatif à l'éducation pour tous. Focus sur le manque d'eau et d'électricité dans la cité des Askia, des longues files d'attente autour des points d'eau, et c'est seulement 4 nuits par semaine que les populations sont fournies en électricité. Notre correspondant sur place a tenté de savoir le pourquoi de ce phénomène qui perdure. Dans notre rendez-vous santé du lundi, il sera question d'ostéomyélite, cette maladie qui s'attaque aux os et à la moelle osseuse. Les signes qui peuvent conduire à cette maladie sont entre autres le manque d'hygiène, l'otite ou le non-respect du calendrier vaccinal chez les enfants. Nous sommes lundi 27 mai. Merci de nous avoir choisis et vous avez raison. Bonsoir à tous. Le président de la République par intérim est de retour à Bamako. Djonkouda Traoré prenait part hier à Addis Abeba au 21e sommet de l'Union africaine. Je vous rappelle que la principale décision de cette rencontre des dirigeants africains est l'adoption du principe de la recherche des financements innovants, un mécanisme qui devrait permettre aux États membres de générer de substantielles ressources pour le financement de leur développement. Suivons la synthèse des travaux avec nos envoyés spéciaux Aruna Diara et Oumar Moussa Traoré. Après les festivités marquant le cinquantenaire de l'organisation panafricaine, le 21e sommet de l'Union africaine est entré hier dans le vif du sujet. La conférence des dirigeants africains, édition 2013, s'est privée de son habituelle solennité pour entamer directement les débats à huis clos. Prenant du coup à contre-pied, les professionnels des médias, longtemps restés dans l'attente d'une cérémonie d'ouverture qui ne viendra jamais. Les chefs d'État africains avaient visiblement à cœur de s'éloigner du faste des festivités du cinquantenaire pour aborder sereinement les défis du continent, lesquels défis sont multiples et d'une brûlante actualité 50 ans après les indépendances. Tous ces États amoncelés au sein de l'Union africaine, 54, à mon humble avis, c'est quand même beaucoup trop pour pouvoir disposer d'un espace capable de nous aider à générer une économie saine et prospère. Il faut commencer par réfléchir un peu au sort qu'il faut réserver aux communautés économiques régionales. À mon avis, c'est par là qu'il faut commencer. Il faut transformer tout ça, faire en sorte que ces communautés deviennent des États fédéraux. La plus grande décision de ce 21e sommet concerne les stratégies de développement. En la matière, le principe de recherche des financements innovants a été adopté par les chefs d'État et de gouvernement. Ce mécanisme devrait permettre aux pays membres de l'Union africaine de générer des ressources substantielles pour leur développement. Les ministres des Finances, lors de la prochaine session, auront pour mission de réfléchir aux modalités d'application de ces principes. Plusieurs autres dossiers ont été examinés et adoptés par les dirigeants africains lors de ce 21e sommet de l'UA. Il concerne entre autres la proclamation du 50e anniversaire de l'OUA-UA, le plan stratégique 2014-2017 de la Commission de l'UA et le rapport du Conseil de paix et de sécurité de l'UA sur la paix et la sécurité en Afrique. Des nominations à la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples ont également eu lieu. C'est ainsi que notre compatriote Maître Soyata Maïga a été reconduite à son poste de commissaire. C'est un organe de l'Union africaine, le plus ancien, qui a été établi depuis 1987. Le siège est en Afrique de l'Ouest, en Gambie. Il est essentiellement composé de juristes, avocats, magistrats, puisqu'il s'agit de mener un double mandat. Un mandat d'abord de promotion des droits de l'homme. Le deuxième mandat, c'est un mandat quasi-juridictionnel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes habilités à recevoir des plaintes des individus et des ONG contre les États, uniquement contre les États. Notons qu'à l'aller comme au retour, l'avion présidentiel a fait une escale technique à N'Djamena. Le président Traoré a été salué à l'aéroport par le premier ministre tchadien, Joseph Djimaranka Dadadji.
Au cours de ce voyage à Addis, en marge des travaux du 21e sommet de l'Union africaine, notre président a reçu en audience le Premier ministre algérien Abdelmalek Sellal. Les échanges ont porté sur la situation dans notre pays, occasion pour le chef du gouvernement algérien de confirmer la volonté des autorités algériennes à soutenir le Mali dans son processus de paix. Le Premier ministre algérien donne plus de précisions sur cet entretien au micro de nos envoyés spéciaux. Écoutons-le. On a parlé des affaires africaines d'abord, et puis on a abordé la question de la situation au Mali. J'ai renouvelé toute la disponibilité du président algérien et du gouvernement algérien, du peuple algérien, à aider le Mali dans sa démarche. Ce que j'ai dit à M. le Président, c'est que depuis le début, la position de mon pays était claire, nette et précise, qu'il fallait effectivement tout mettre en œuvre pour veiller à stabiliser définitivement le Mali, de veiller à faire respecter, quoi qu'en coûte le prix, l'intégrité du Mali. Maintenant, comme vous êtes dans la phase finale, c'est-à-dire les prochaines élections, qui vont certainement stabiliser le pays. La feuille de route aussi, qu'on avait toujours développée ensemble, c'est d'y aller au dialogue national, particulièrement avec les habitants du Nord Mali, pour essayer de trouver la meilleure voie pour participer à la gestion du pays et à ramener la paix et la sécurité au niveau de la zone. Je pense que globalement, nous sommes sur la bonne voie. En tout cas, j'ai renouvelé à M. le Président toute la disponibilité de mon pays en ce sens. Et l'échange de vues a été fructueux. Et nous avons exactement la même vision sur toute la question. En tout cas, j'ai dit à M. le Président que le Mali a compté hier, compte aujourd'hui, comptera toujours sur l'Algérie. Et à présent, le communiqué du Conseil des ministres extraordinaire de ce lundi. À m'écouter, Aïssata Ibrahim Maïga, bonsoir. Bonsoir Nyanya, bonsoir chers téléspectateurs. Le communiqué du Conseil extraordinaire des ministres du lundi 27 mai 2013. Le Conseil des ministres s'est réuni en session extraordinaire le lundi 27 mai 2013 dans sa salle de délibération au palais de Koulouba sous la présidence du président de la République par intérim, le professeur Dioncounda Traoré. Après examen des points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil a adopté sur le rapport du ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et de l'aménagement du territoire le projet de décret portant convocation du collège électoral, ouverture et clôture de la campagne électorale à l'occasion de l'élection du président de la République. Au terme du décret enregistré sous le numéro 2013-478 PRM du 27 mai 2013, le collège électoral est convoqué le dimanche 28 juillet 2013 sur toute l'étendue du territoire national et dans les missions diplomatiques et consulaires de la République du Mali à l'effet de procéder à l'élection du président de la République. Un second tour du scrutin aura lieu le dimanche 11 août 2013 si aucun candidat n'obtient la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour. La campagne électorale à l'occasion du premier tour est ouverte le dimanche 7 juillet 2013 à 0h. Elle est close le vendredi 26 juillet 2013 à minuit. La campagne électorale à l'occasion du second tour, s'il y a lieu, est ouverte le lendemain de la proclamation des résultats définitifs du premier tour. Elle est close le vendredi 9 août 2013 à minuit. Voilà, Nyanya, le contenu du Conseil extraordinaire. Ok, et nous allons rester avec vous, Aïssata, pour la lecture du décret portant convocation donc du collège électoral. Justement, Nyanya, c'est un décret numéro 2013-478 PRM
du 27 mai 2013 portant convocation du collège électoral, ouverture et clôture de la campagne électorale à l'occasion de l'élection du président de la République. Le président de la République, vu la Constitution, vu la loi numéro 06-044 du 4 septembre 2006 modifiée portant loi électorale, vu le décret numéro 2012-708 PRM du 11 décembre 2012 portant nomination du Premier ministre, vu le décret numéro 2012-710 PRM du 15 décembre 2012 portant nomination des membres du gouvernement, vu le décret numéro 2013-068 PRM du 28 janvier 2013 fixant les intérims des membres du gouvernement, statuant en Conseil des ministres, décrète article 1er, le collège électoral est convoqué le dimanche 28 juillet 2013 sur toute l'étendue du territoire national et dans les missions diplomatiques et consulaires de la République du Mali à l'effet de procéder à l'élection du président de la République. Un second tour du scrutin aura lieu le dimanche 11 août 2013 si aucun candidat n'obtient la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour. Article 2. La campagne électorale à l'occasion du premier tour est ouverte le dimanche 7 juillet 2013 à 0h. Elle est close le vendredi 26 juillet 2013 à minuit. La campagne électorale à l'occasion du second tour, s'il y a lieu, est ouverte le lendemain de la proclamation des résultats définitifs du premier tour. Elle est close le vendredi 9 août 2013 à minuit. Article 3. Le ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et de l'aménagement du territoire, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, le ministre de la Sécurité intérieure et de la protection civile, le ministre de l'Économie, des Finances et du Budget, le ministre de la Défense et des anciens combattants et le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au journal officiel. Voilà, c'est tout pour Nyanya. Merci Aïssata. Et justement, chers téléspectateurs, pour plus d'éclaircissements sur ce qui a été décidé lors de ce Conseil des ministres extraordinaire, à m'écouter ce soir aussi le ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et de l'aménagement du territoire, le colonel Moussa Senko Coulibaly. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir, madame. Vous allez bien ? Bienvenue sur le plateau de l'ERTM de ce 20h. Alors, monsieur le ministre, pour rebondir sur tout ce qu'elle vient de dire, qu'est-ce que c'est que le collège électoral? Et puis, monsieur le ministre, est-ce à dire que rien ne pourra empêcher la tenue du premier tour de la présidentielle le 28 juillet? Merci beaucoup, madame. En fait, la convocation du collège électoral en ces jours signifie tout simplement qu'on est suffisamment avancé en termes d'organisation matérielle des élections, en termes d'organisation technique des élections, et que nous sommes prêts maintenant à donner la parole au peuple malien, afin que le peuple malien se choisisse un nouveau président au mois de juillet prochain. Donc nous avons fixé les dates pour le 28 juillet. Comme ça a été dit tout de suite dans le communiqué, la campagne électorale, ce sera du 7 juillet au 26 juillet. Le dépôt des candidatures pour les présidentielles, c'est prévu jusqu'au 28 juin. Et matériellement, techniquement, tout est fin prêt pour qu'il y ait l'élection présidentielle sur toute l'étendue du territoire national. Ok. Monsieur le ministre, en évoquant le collège électoral aujourd'hui même, est-ce que vous êtes dans le délai légal? Oui, ce que la loi électorale prévoit, c'est de convoquer le collège électoral 60 jours avant l'élection présidentielle. Nous pensons qu'en faisant ces décrets aujourd'hui, en convoquant le collège électoral, nous sommes parfaitement dans les délais pour respecter la loi électorale ici au Mali. Ok. Et en termes de mobilisation et du redéploiement du matériel électoral dans les différentes régions du Mali, où en sommes-nous et quand est-ce que cela va commencer? En fait, en termes de préparation matérielle, comme je l'ai dit, nous avons pratiquement terminé la préparation matérielle. Ce que nous sommes en train de faire actuellement, c'est essayer de compléter le matériel qui a été saccagé, qui a été volé dans les régions de Gao, Kidal et Tombouctou, et dans partie de Mopti. Sinon, dans les autres régions, la préparation matérielle est finie. Maintenant, techniquement, avec la DGE et la CENI, je pense qu'à ce niveau aussi, ces deux structures sont suffisamment avancées pour nous permettre d'avoir les élections dans de très bonnes conditions.
Et bien sûr, nous allons évoquer le cas de Kidal, l'élection sur l'ensemble du territoire, y compris à Kidal et dans les représentations diplomatiques. Vous confirmez tout cela? Kidal ne constitue pas un cas particulier pour nous. Il y aura les élections à Kidal comme il y aura les élections à Kayes. Mais l'administration n'est pas encore en place, monsieur le ministre. L'administration sera à Kidal comme l'administration est aujourd'hui à Sikasso, à Bamako et à Kayes. Les élections se dérouleront à Kidal comme dans toutes les régions du Mali. Il n'y aura pas de cas Kidal. Il n'y aura pas un vote particulier pour Kidal. Nous allons donner la chance à tous les Maliens ici présents au Mali, mais aussi donner la chance à tous les Maliens hors du Mali, aux réfugiés ou aux déplacés de participer à l'élection présidentielle. Partout où il y a un Malien recensé dans notre base de données, nous allons lui donner la chance de voter pour l'élection présidentielle. Et comment ça se passe l'acheminement des matériels au niveau de Kidal? Est-ce que ça a commencé? Comment ça va se passer? Le détail n'est pas important. Je vais seulement rassurer toute la population malienne que chaque Malien aura la possibilité de voter pour l'élection présidentielle. Nous mettrons en place tous les dispositifs qu'il faut. Ici à Bamako, à Kayes, chaque village au Mali, chaque quartier, chaque fraction, chaque hameau aura la possibilité de voter pour l'élection présidentielle. Il n'y aura aucune zone grise pour les élections à venir. C'est beau de le dire, monsieur le ministre. On veut le voir aussi. À quand le retour de l'administration et de l'armée, donc, à Kidal? Quelle date vous nous donnez? Il ne s'agit pas, c'est pas une question de date. Nous sommes dans un processus qui est dynamique. L'armée sera à Kidal, l'administration à Kidal. Nous ferons les votes à Kidal comme nous ferons les votes ici à Bamako, à Kayes, à Sikasso, à Tombouctou, à Ségou. Il n'y aura pas, comme je l'ai dit, de zone grise pour les élections que nous allons organiser. On veut le croire. Qu'en est-il, monsieur le ministre, dernière question, de l'élaboration, ou dirais-je, de la fabrication du fichier électoral et de la carte d'électeur et des cartes d'électeurs? Pour le fichier électoral, je pense que le processus est pratiquement terminé. On va rentrer dans une phase de correction des listes électorales. Pour ce qui concerne la confection des cartes NINA, dans une semaine ou deux maximum, nous allons commencer la distribution de ces cartes. La confection est en bonne voie. Et début juin, nous commencerons avec la distribution de ces cartes. Ok. Est-ce que vous avez un message particulier pour nos téléspectateurs ce soir? Le message particulier s'adresse à chaque électeur pour les rassurer et leur dire que pour le prochain vote, chaque vote est important, chaque vote compte et chaque vote sera compté. Il ne faut surtout pas laisser les autres choisir votre président à votre place. L'élection qui vient est très importante pour la sortie des crises et pour l'avenir immédiat du Mali. Donc il est très important que chaque personne, chaque citoyen participe au choix du futur président du Mali. Merci, monsieur le ministre. C'est moi qui vous remercie. Merci d'avoir répondu à nos questions et merci de votre passage sur ce plateau du 20h. La suite donc de ce journal, toujours dans la même mouvance, la tenue des élections, la délégation générale aux élections DGE est pour sa part prête pour les échéances du 28 juillet prochain. Le général Siaka Toumani Sangaré, le délégué général aux élections, l'a déclaré au cours d'un entretien accordé à Mamari Kouné. Suivons ensemble. Depuis l'année dernière, la DGE avait déjà pris les dispositions pour les préparatifs du processus électoral 2012 et que nous avons continué à parfaire ces préparatifs en 2013. Avant que la date ne soit fixée, on avait déjà élaboré un plan d'action. Un plan d'action qui se décline en 4 points. Le premier point, c'est l'élaboration, évidemment, d'un logiciel de gestion, étant donné que nous avons passé du fichier alphanumérique au fichier biométrique. Ensuite, l'acquisition d'un certain nombre de matériel informatique pour renforcer nos capacités. La date d'aujourd'hui est par rapport au 28 juillet. Et je pourrais vous dire que le premier point est pratiquement réalisé. Le logiciel est tout à fait fonctionnel. Et nous l'avons expérimenté et il nous a permis déjà d'imprimer les listes, les listes des électeurs potentiels, les tableaux de validation et également les tableaux de transfert. Pour ce qui concerne la réalisation évidemment du matériel, nous avons commencé à recevoir certains matériels, mais il y a d'autres encore, notamment les portables, qui sont annoncés pour demain mardi, mais nous attendons de les recevoir d'abord. Et ensuite,
il y a les consommables dont la livraison a commencé depuis bientôt 2 semaines. Et ensuite, comme je le disais tantôt, nous avons recruté les 400 agents techniques que nous sommes en train de former en 2 temps. À la date d'aujourd'hui, nous sommes dans la dynamique du respect de la date du 28 juillet 2013 retenue pour la tenue du premier tour du scrutin présidentiel. Les documents servant à l'établissement des listes électorales sont imprimés et disponibles au niveau de nos magasins. Et demain également, le ministère de l'administration électorale va procéder à l'enlèvement de ces documents pour les déployer au niveau des commissions administratives. À la commission électorale indépendante, même son de cloche, la CENI s'est dit fin prête. Dans les jours à venir, elle s'attellera à la mise en niveau de ses démembrements, au recrutement des délégués ainsi qu'à leur formation. Nous écoutons son président, Mamadou Djamoutani, au micro de Mamari Koni. La CENI, Commission électorale nationale indépendante, a une mission de supervision et de suivi du processus électoral. Aujourd'hui, nous sommes en train de préparer nos fiches de supervision. Nous allons organiser très incessamment une mission de mise à niveau de nos démembrements, les outiller pour pouvoir mener à bien leur mission. Nous allons aussi procéder au recrutement des délégués, les délégués de la CENI dans les bureaux de vote. Vous le savez, la CENI déploie le jour du scrutin des délégués dans chaque bureau de vote. La fixation du premier tour de l'élection du président de la République permettra à la CENI de procéder à l'accréditation des observateurs. Nous attendions cette date pour pouvoir effectivement répondre à ceux qui ont fait la demande de venir faire l'observation électorale au Mali. Donc, je peux vous dire que pour la CENI, nous serons vraiment prêts pour jouer pleinement notre partition dans cette gestion des questions électorales. L'actualité, c'est aussi la visite aujourd'hui du président de la Commission Dialogue et Réconciliation au Premier ministre. Les 2 personnalités ont échangé sur les missions qui incombent à la Commission et les actions entreprises. Pour plus de détails, écoutons Mohamed Salia Sokona, le président de la Commission Dialogue et Réconciliation. À sa sortie d'audience, il est au micro de Nando Dambéli. C'était une visite de courtoisie parce que je pense que c'est tout à fait normal après notre installation que nous fassions cette visite. Après avoir rencontré le chef de l'État, nous avons demandé au Premier ministre, chef de gouvernement, de venir lui rendre la visite de courtoisie et puis en même temps lui faire le point de ce que nous avons fait jusqu'à maintenant depuis notre installation. Et je pense que ça a été une très bonne occasion parce que le chef du gouvernement aussi a saisi cette occasion pour nous donner des conseils aussi, mais surtout pour nous réaffirmer l'engagement, la disponibilité de lui-même en tant que chef de gouvernement, mais aussi de l'ensemble du gouvernement pour nous accompagner dans cette mission combien délicate. Les priorités, vous savez, tout à l'heure, on a dit au chef du gouvernement que nous allons très rapidement nous déployer sur le terrain parce que c'est comme on le dit, c'est le terrain qui commande. Il va falloir qu'on se déploie, l'ensemble des membres, l'ensemble des commissaires. On va aller sur le terrain. Je pense que ça va être quand même la priorité. Le Premier ministre Django Sissoko, les membres du gouvernement, les membres du cabinet du Premier ministre et l'ensemble des services relevant de la primature ont appris avec une profonde douleur le décès survenu ce lundi 27 mai 2013 à Bamako de Maître Abdoulaye Sekousso, ancien Premier ministre à l'âge de 82 ans des suites d'une courte maladie. Le Premier ministre Django Sissoko et l'ensemble de ses collaborateurs adressent à cette occasion leurs condoléances les plus attristées à la famille de Lulus disparu et prie le Tout-Puissant et le Tout Miséricordieux pour le repos de son âme. Amen. Parlons coopération à présent. Le Mali et la Banque mondiale renforcent leurs liens de partenariat. Ils viennent de signer 3 accords de financement d'un montant d'environ 66 milliards de francs CFA.
L'enveloppe permettra de mettre en œuvre 3 projets d'urgence, dont celui relatif à l'éducation pour tous. Et le reportage de Bourama Traoré dans nos éditions de demain. Voilà. Signature de 3 accords de financement d'un montant d'environ 70 milliards de francs CFA entre le Mali et la Banque mondiale. Et nous avons ce taux de communiqué à l'invitation de son Excellence Tchema Iber Coulibaly, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale du Mali. Son Excellence Laurent Fabius, ministre français des Affaires étrangères, effectuera demain mardi 28 mai 2013 une visite d'amitié et de travail au Mali. Durant son séjour, il aura des entretiens avec son homologue malien et sera reçu en audience par le président de la République par intérim, professeur Djangoula Traoré, et le Premier ministre chef du gouvernement, Django Sissoko. Sur un tout autre plan, le procureur de la République près du tribunal de première instance de la commune 3 du district de Bamako, chargé du pôle économique et financier, a reçu les actes révélés par les opérations de vérification au titre de l'exercice 2011 et courant 2012, une action conduite par le vérificateur général. Les dossiers font état d'un sombre bilan caractérisé par une perte de plus de 8 milliards et demi de francs CFA. Moussa Fane, les détails. Plus de 8 milliards 717 millions de francs CFA, c'est le montant révélé par les rapports de cette vérification au titre de l'exercice 2011 et une vérification au titre de l'année 2012 du vérificateur général. Un rapport remis ce matin au procureur de la République près le tribunal de première instance de la commune 3 du district de Bamako, chargé du pôle économique et financier. Le document en question fait ressortir des malversations dans les domaines des services domaniels et fonciers, les opérations d'encaissement et des reversements des recettes fiscales au trésor public. Le bureau du vérificateur général estime que ces rapports qui soutiennent les présentes dénonciations de faits ont été suffisamment et sérieusement élaborés avec indépendance, professionnalisme et objectivité. Je voudrais vous assurer que votre bureau compte et continue de peser dans ce domaine. La deuxième remarque, c'est que la remise de ces rapports nous pousse à 2 défis majeurs à la justice. Vous le savez comme nous. Le défi de la transparence et celui de la légalité. Pour la première fois, la direction du contentieux de l'État jouera pleinement son rôle dans le suivi du rapport du bureau du vérificateur général. Nous serons chargés dorénavant de suivre tous ces dossiers. Si on doit défendre l'État, il faut qu'on ait tous les éléments dès le départ. La justice est donc saisie pour des montants détournés. Reste à démasquer d'éventuels présumés coupables. Visite hier dimanche à Caille du président du comité militaire de suivi de la réforme des forces de défense et de sécurité du Mali, le capitaine Amadou Aya Sanogo. Au menu des échanges, les missions du comité et le recensement des préoccupations de l'heure de l'armée. Mahamadi Ayoubari, correspondance. C'est sous un soleil de plomb que la délégation du comité militaire de suivi de la réforme des forces de défense et de sécurité, avec à sa tête son président Amadou Aya Sanogo, est arrivée ce dimanche dans la cité des Rails. L'objectif de cette visite est de s'enquérir des conditions de travail de l'ensemble des forces armées et de sécurité de Caille, mais aussi les informer des missions assignées au comité. Le premier acte de cette visite a été la rencontre avec les forces armées et de sécurité. Au cours de la rencontre, le président du comité, le capitaine Amadou Aya Sanogo, a fait une brève présentation du comité, les réalisations qu'il a déjà faites, à savoir l'élaboration d'un projet de plan de carrière dans l'armée, la construction de certaines infrastructures au niveau de Kati. Le capitaine Amadou Aya Sanogo a beaucoup insisté sur la restauration de la discipline dans l'armée. Le problème du Nord n'a pas échappé au débat, singulièrement la région de Kidal. Le capitaine répond que bientôt, elle sera dans la main de nos forces armées. Je repars réconforté. Réconforté pourquoi? Parce qu'avec les compagnons d'armes, c'est-à-dire sans distinction aucune, on a eu à échanger sur beaucoup d'aspects, beaucoup de préoccupations. Parce que c'est ce qui nous permet de venir aux acteurs, prendre en compte leurs préoccupations, voir leur réalité. Et c'est ce qui nous permet bien sûr de réfléchir sur quelque chose de positif et pour projeter bien sûr l'avenir de ces gens à qui on demande le sacrifice ultime. Le deuxième acte de ce séjour caïsien du capitaine Amadou Aya Sanogo a été la visite à la direction régionale de la police, la gendarmerie, la protection civile et la garde nationale. À tous ces niveaux, les problèmes sont presque identiques.
manque de matériel adéquat, de clôture et vétusté des locaux. Et le colonel-major Didier Dakou vient de son côté d'effectuer une mission dans la région de Tombouctou. Sur place, l'officier supérieur a rencontré la force Sterval, la MISMA et les forces armées maliennes. Les troupes ont abordé, entre autres questions, la situation opérationnelle du moment et la discipline au sein de l'armée. La correspondance depuis Tombouctou de Yaya Kandina. Le colonel-major Didier Dakou, accompagné de son unité d'élite, les forces spéciales viennent de séjourner à Tombouctou. Premier acte, rencontre avec les officiers de la 5e région militaire. Échange sur le dispositif sécuritaire. Acte 2, séance de travail avec les forces Serval et celles de la MISMA à travers le contingent Badeya du Burkina Faso basé à l'aéroport. À cela, il convient d'ajouter la visite des différents checkpoints ou postes de contrôle au niveau des sorties de Ber, Gundam et de Kabara. Troisième et dernier acte, rencontre avec l'ensemble des hommes au camp militaire. Depuis que vous êtes venu à Tombouctou ici, vous avez observé, il y a beaucoup d'événements qui se sont passés, particulièrement des gens qui ont intenté des infiltrations à l'intérieur de la ville de Tombouctou ici, que vous êtes parvenu à démolir. Ça, c'est formidable. C'est exactement ce qu'on vous demande. Et nous avons vu aussi que sous le commandement de votre commandant de zone, vous êtes en train d'effectuer des patrouilles à Ber, vous effectuez des patrouilles à divers endroits aux alentours de Tombouctou. Ça, c'est une très bonne chose. Ça permet de repousser les limites de l'ennemi au plus loin, d'abord de la localité de Tombouctou. C'est une grande joie pour toute la troupe à Tombouctou ici, de recevoir le grand chef des opérations et pour nous donner son expérience par rapport à tout ce qu'il est en train de mener de l'autre côté, et nous donner beaucoup de conseils afin que nous puissions aller de l'avant. On va mettre tout le monde à la tâche afin de pouvoir tirer le maximum de profit et d'expérience de ces hommes qui ont vraiment l'expérience des combats dans ces zones. Ici, le colonel-major a expliqué l'objet de sa mission, à savoir apporter le message de félicitations des plus hautes autorités aux soldats de Tombouctou qui font un travail remarquable. Didier a exhorté ces derniers à poursuivre le combat pour la libération de l'ensemble du territoire malien. Par rapport à la discipline et d'éventuelles exactions de la part des militaires, le colonel-major a été clair en disant que tout soldat, officier ou sous-officier qui agirait contrairement aux principes de l'armée répondra de ses actes. En retour, les hommes de rang ont réaffirmé qu'ils sont plus que fiers de leur commandement. Une manière de dire que c'est ensemble que nous pouvons avoir raison sur l'ennemi. Voilà, à retrouver en détail cette visite dans votre émission sur la ligne de front. Et justement, une nouvelle rubrique dans votre émission sur la ligne de front, elle est intitulée « Le retour » et se propose de faire le point du retour de l'administration et des déplacés dans les régions nord de notre pays à travers interviews et reportages. La rubrique « Retour » de l'émission sur la ligne de front donnera la parole à ces acteurs 2 fois par semaine, lundi et vendredi. La ligne de front, c'est tout à l'heure donc après le journal télévisé. Et nous allons rester au nord Mali, direction Gao, où l'eau et l'électricité constituent des denrées rares, très rares même je dirais. La fourniture se fait à une fréquence très lente. La population fait toujours le rang autour des points d'eau et l'électricité n'est pas fournie que 4 nuits par semaine. Pour en savoir davantage, notre équipe de Gao, dirigée par Daouda Zoumana Traoré, a fait le tour de la cité des Askia. Des centaines et des centaines de femmes, de jeunes garçons et filles attendent en longueur de journée l'eau à Gao. Les quartiers concernés par cette pénurie d'eau sont surtout les 4e et 7e et la cité perdue. À des heures de jour et de nuit, les alentours des points d'eau sont bondés de monde avec des fûts, des bidons, des baignoires et des seaux entassés ça et là. Quand est-ce que ces récipients seront remplis d'eau? Difficile de répondre. Les femmes venaient 5 heures. Il n'a pas trouvé l'eau jusqu'à l'heure là, 9 heures. Depuis l'événement douloureux de mars 2012, la ville de Gao vit cette pénurie et le mal s'empire. On était à 300 mètres cubes et aujourd'hui nous sommes à 240 mètres cubes. C'est la quantité que nous avons à traiter. Et cette eau à 240 mètres cubes est vraiment très inférieure à la demande. Les quartiers les mieux servis reçoivent des femmes des quartiers défavorisés qui se trouvent à plusieurs kilomètres. Les femmes là, nous fatiguons pour charger de l'eau. Pour boire là, c'est trop difficile.
À Gao, la société malienne de gestion de l'eau potable Somagep SA, représentée par 2 agents, fait face à l'arrêt de 4 grands forages sur 11, sans oublier les branchements anarchiques par certains habitants. Les gens aujourd'hui, parce que l'eau étant gratuite à Gao, tout le monde se met sur le réseau. De façon, chacun appelle son plombier. Même ceux qui n'avaient pas de l'eau avant dans leur maison, aujourd'hui appellent un plombier, ils créent un trou, ils se branchent eux-mêmes. S'il y a de l'eau à Gao aujourd'hui, c'est grâce au CICR qui fournit 500 litres de carburant par semaine pour le fonctionnement des stations de pompage. Quant à l'électricité, autre maillon du développement, elle est également rare à Gao. La distribution ne se fait que pendant la nuit et jamais le jour. Chaque secteur a droit à 4 nuits de service par semaine. Il n'y a pas trop de charges quand ces gens-là sont venus. Donc avec ça aussi, en ce moment-là, c'était le moment aussi, il fait un peu frais. Nos groupes peuvent prendre à peu près quelques quartiers. On donnait jusqu'à 2 nuits et 3e nuit on coupe. La population a toujours exprimé son ras-le-bol, mais le rythme reste inchangé, sans oublier que la facture n'est pas payée. Moi, mes époux se réveillent à côté de moi à 2h du matin pour prendre des bidons. Dans la sécurité là, traverser 5 ou 6 rues pour aller voir un voisin à moi, le quémander un peu d'eau pour faire venir laver les enfants le matin et donner le petit déjeuner. Vraiment, ça fait mal au cœur. Le comité international de la Croix-Rouge, CICR, fournit là également du carburant pour l'électricité depuis le 6 avril 2012. Aujourd'hui, pour la ville de Gao, nous avons fourni du 7 avril à aujourd'hui 1 416 000 litres de gasoil à la centrale thermique. Il est temps que l'État prenne les choses en main, puisque Gao est reconquis et l'administration s'installe. Présentement, aucun responsable de ces structures n'est sur place. Depuis l'occupation jusqu'à la date d'aujourd'hui, nous sommes 2 et nous assurons tout. Nous faisons le gardiennage, le planton, le nettoyage, la conduite de l'usine. La régularité de l'eau et de l'électricité peut être subordonnée au paiement des factures par la population et au démantèlement des branchements anarchiques. Là où nous sommes, cette population a les poches vides. Ce peuple est martyrisé depuis 1 an. Ils n'ont pas de source de revenus. Il ne faut pas se mentir. Ils ne sont pas prêts. Et nous, moi-même en tant que maire de la ville, je ne peux pas dire aux gens de contribuer pour avoir de l'eau. En attendant de trouver la solution idéale à ce énième problème de la ville de Gao, la population doit prendre son mal en patience. Oui, dur. Le ministre de l'Agriculture, Baba Berté, vient de boucler sa tournée dans la zone CMDT. Cette tournée de 4 jours qu'il a menée dans 3 des 4 filiales donc de la zone et lui a permis de se rendre compte de l'état des préparatifs de la campagne agricole 2013-2014 et par la même occasion de donner des nouvelles orientations de son département aux producteurs sur le terrain. Et nous reviendrons dans nos éditions prochaines sur les étapes de la filiale Nord-Est et Centre avec nos envoyés spéciaux Modibo Mariko et Sidi Modibo Dambélé. Un atelier de formation et de sensibilisation des gestionnaires à la notion du contrôle interne et à la stratégie nationale du contrôle interne a ouvert ses portes ici à Bamako. La rencontre vise à renforcer les capacités des participants à une gestion plus rigoureuse des ressources publiques à travers un bon système de contrôle interne et un audit interne. Khadija Toukoune, reportage. Depuis 2005, le gouvernement du Mali a initié dans le cadre du programme de développement institutionnel un plan d'action pour la modernisation et l'amélioration de la gestion des finances publiques. C'est à cet effet qu'un atelier de formation et de sensibilisation des gestionnaires à la notion du contrôle interne et à la stratégie nationale du contrôle interne se tient à Bamako. C'est une étape excessivement importante parce que le contrôle interne, c'est ça le soubassement qui permet à une organisation d'atteindre ses objectifs. Nous appuyons le contrôle général des services publics dans cette mission de vulgarisation du contrôle interne et au niveau de l'administration et au niveau de toutes les organisations. Dans le cadre de ces réformes institutionnelles, le contrôle interne qui se définit comme l'ensemble des dispositifs mis en œuvre par les responsables de l'organisation à tous les niveaux pour maîtriser le fonctionnement de leur activité occupe une place de choix. En dépit de ces efforts, le système de contrôle interne est confronté à de nombreux défis, surtout dans le domaine de la lutte contre la corruption et la délinquance financière. C'est pourquoi le programme de développement institutionnel a prévu
dans son plan opérationnel 2010-2013 l'élaboration d'une stratégie nationale du contrôle interne visant 2 objectifs majeurs, à savoir la définition d'une vision dynamique du contrôle interne en termes d'organisation et de performance et l'élaboration d'un plan d'action triennal qui permettra une transition progressive vers la vision définie. Le ministre de l'Économie, des Finances et du Budget invite les participants à s'approprier pleinement des propositions qui leur seront soumises lors de cet atelier pour impulser les actions nécessaires à la mise en œuvre de la stratégie nationale du contrôle interne et le bon fonctionnement de son plan d'action. Et toujours dans le même cadre, une étude est en cours pour harmoniser les systèmes de contrôle de l'administration malienne. C'est pour en fait moderniser les services publics. Le but est de prévenir et de lutter contre la corruption et la délinquance financière. Pour plus de précisions sur cette question, je vous propose d'écouter successivement le contrôleur général des services publics et le commissaire au développement institutionnel. Ils sont au micro de Ibrahima Traoui. Nous avons constaté qu'il y a toujours des défaillances au niveau du système de contrôle interne. Donc, pour ce faire, nous avons dit qu'il va faire une étude qui va permettre d'harmoniser tous les systèmes de contrôle interne de l'administration malienne pour que ça soit vraiment quelque chose de cohérent, n'est-ce pas? Et c'est dans ce sens-là que nous avons imaginé la détermination d'une stratégie nationale de contrôle interne et qui a été préparée de commun accord avec tous les intervenants, n'est-ce pas, de la société civile, n'est-ce pas, de l'administration publique, des services de contrôle. Tous les services ont été associés à l'élaboration de cette stratégie, qui est un outil de gestion privilégié pour l'administration malienne et qui est un outil de prévention de la lutte contre la corruption et la délinquance financière. Et la prévention est le premier élément de la lutte. Et la stratégie nationale, c'est-à-dire le contrôle interne, l'institution du système de contrôle interne dans toute l'administration malienne, n'est-ce pas, va permettre, n'est-ce pas, de faire un pas vers la lutte contre la corruption et la délinquance financière. Et c'est vraiment l'objectif principal recherché par ces ateliers. La modernisation de l'administration ou le développement institutionnel passe nécessairement par au moins 2 axes très importants. Le premier axe, c'est la responsabilisation des gestionnaires publics. Et responsabilisation que nous sommes en train de promouvoir à travers d'abord l'institution du budget programme, dossier sur lequel travaille activement le ministère en charge de l'économie, des finances et du budget, et la gestion axée sur le résultat qu'induit ce budget programme. Gestion axée sur le résultat dont le commissariat au développement institutionnel, sous la haute autorité du ministre en charge de la fonction publique, essaye de faire la promotion en termes d'institutionnalisation comme pratique de la gestion publique. Et le second axe pour la réforme de l'État, pour la modernisation de l'administration, c'est justement le contrôle qui va nécessairement de pair avec cette responsabilisation des gestionnaires que la gestion axée sur le résultat essaie de promouvoir, et contrôle qui sera d'autant plus nécessaire qu'elle va permettre d'abord de mieux contrôler les responsabilités qui seront davantage accrues, et également de tirer tous les avantages de ce que la dimension contrôle interne ou audit interne permet d'avoir comme élément préventif et pour guider les meilleurs choix pour les décisionnaires. Et nous avons ce communiqué. La direction du regroupement IBK Mali 2012 a reçu le samedi 25 mai 2013 au siège du RPM à l'hippodrome une forte délégation du comité exécutif de l'ADEMA PSG, outre la présentation du candidat de l'ADEMA aux élections présidentielles de 2013 au parti membre du regroupement IBK Mali 2012. Cette rencontre a permis aux 2 partis d'échanger sur la situation politique et sécuritaire actuelle du Mali et les perspectives de sortie de crise. Les partis ont saisi l'occasion pour lancer un appel à la classe politique pour un dénouement heureux de la crise et l'organisation d'élections libres, transparentes et apaisées.
Lancement ce matin à Paris de la Semaine culturelle africaine à l'UNESCO. Le patrimoine comme facteur de renaissance africaine est au cœur de l'édition 2013 qui coïncide avec le 50e anniversaire de l'Organisation de l'Unité africaine. Le Mali est à l'honneur de cette édition à travers ses sites inscrits au patrimoine mondial de l'humanité. Le Paris, le reportage de Maranfi Konati. Le patrimoine culturel au service de la renaissance africaine et du panafricanisme, tel est le slogan de la Semaine culturelle africaine 2013 de l'UNESCO. Cette année, une attention particulière est accordée aux sites maliens classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Une opportunité exceptionnelle pour la délégation malienne auprès de l'UNESCO. C'est l'occasion pour nous de montrer, d'exhiber qu'avec la solidarité internationale, nous existons. Vous avez vu les images des différents sites, là, Gao, Tombouctou, Djéné et Bandiagara, des images des manuscrits. Le patrimoine culturel est un facteur d'intégration. Correctement transmis à la jeunesse, il peut être source de renaissance pour le continent noir, affirme l'ambassadeur du Mali à Paris. La renaissance passe par la valorisation de ce patrimoine, qu'on le mette en valeur, qu'on le fasse connaître par les nouvelles générations. C'est vraiment important. C'est une transmission que nous ferons aux nouvelles générations. Plus qu'un slogan, la renaissance africaine est en marche à travers une jeunesse mobilisée avec un immense appétit pour l'éducation, les droits humains et une participation citoyenne à l'avenir du continent. Des cris qui sont au cœur des préoccupations de l'UNESCO, affirme Irina Bogova. Comment leur donner la parole? Comment les former? Comment les intégrer aux décisions qui les concernent? Cet appel résonne directement au cœur du mandat de l'UNESCO. Et cette semaine est le moment, je dirais, privilégié pour se mobiliser en ce sens. La semaine africaine est l'occasion de faire connaître le savoir-faire africain. Comme chaque année, le Mali est représenté par Ndoula Dja, un créateur qui valorise le bogolan et les produits du tissage malien. La chronique santé du jour est consacrée à une maladie qui s'attaque à l'os et à la moelle osseuse. Appelée ostéomélite, le manque d'hygiène, ne pas traiter les infections type angine, l'otite et le non-respect du calendrier vaccinal pour l'enfant peuvent conduire à cette maladie qui détruit les os. Pour en parler, l'équipe de Focus Santé est allée voir un service de chirurgie pédiatrique de l'hôpital Gabriel Touré, une réalisation de Tchessera Dambeli. Le manque d'hygiène, la promiscuité, le non-traitement des infections récurrentes ou ne pas vacciner correctement son enfant peuvent nous coûter cher. Parmi les risques auxquels ces habitudes nous exposent figure l'ostéomyélite, une maladie infectieuse qui peut partir de n'importe quel point de notre organisme pour ensuite détruire les os. Il y a une infection quelque part, une otite ou une angine. On a des germes à ces endroits et ces germes sont véhiculés par le sang. Donc quand ils sont véhiculés par le sang, ils arrivent à leur cible. Leur cible, c'est l'os. Ils vont se fixer et compromettre la vascularisation de l'os. Et cette compromission va entraîner une nécrose de l'os et tout ce qui va s'en suivre. L'agent pathogène dès le début provoque une fièvre chez le grand enfant, des douleurs du membre concerné, une plaie cutanée ouverte et purulente par laquelle peuvent sortir les os détruits par les microbes. Le nouveau-né et le nourrisson atteints d'ostéomyélite pleureront beaucoup plus et bougeront moins des membres. En service de chirurgie pédiatrique de l'hôpital Gabriel Touré, on estime qu'entre mars 2012 et mars 2013, 3,55% des 1208 consultations sont des cas d'ostéomyélite. La maladie à elle seule représente 4,72% des interventions chirurgicales de ce service. Selon le docteur Issa Amadou Touré, tout le monde est exposé à cette maladie vu le mécanisme physiopathologique. Toute infection cutanée ou bien toute infection primaire, qu'elle soit pulmonaire, cutanée, peut être véhiculée par le sang et entraîner l'ostéomyélite. Mais seulement, il y a des sujets qui sont beaucoup plus exposés. Donc ces sujets sont, vous avez l'enfant, si vous voulez, le nourrisson autour de 4 mois. Vous avez également les enfants de 8 à 12 ans. On a un pic à ce niveau également. C'est des enfants qui commencent à jouer, qui sont turbulents, qui ont des plaies qui ne sont pas souvent
traiter, soigner et qui les expose également à ces infections osteo-articulaires. Vous avez également d'autres sujets souterrains, les sujets comme les drépanocytaires. Vous avez également donc certains sujets qui sont dépourvus de leur rate par traitement chirurgical. Vous avez également l'immunodépression, qu'elle soit acquise ou innée. Mais ceux qui ont une ostéomyélite peuvent avoir un style de vie qui les a trop exposés. Il y a la précarité d'hygiène corporelle, parce que c'est à peu près une maladie d'hygiène. On n'est pas propre, on fait une infection, ça se complique, on ne soigne pas et ça se véhicule vers les os. Il y a ce qu'on appelle également la promiscuité, c'est-à-dire des sujets qui sont entassés dans une pièce peut-être de 2 mètres carrés, on met 4-5 personnes. Donc il y a facilement une contamination par voie respiratoire. Il peut faire des infections respiratoires qui par la suite se compliquent et donner la maladie. Vous avez également le paupérisme. On dit dans notre jargon, tous ceux qui sont pauvres, généralement, ont une hygiène déficitaire, donc ils sont également exposés à la maladie. La prise en charge de l'ostéomyélite commence par la gestion de la douleur et une administration d'antibiotiques avec très souvent une opération chirurgicale accompagnée d'un suivi biologique strict. En cas d'extradition de l'os détruit, l'organisme est supposé le renouveler. Mais comme le disent les spécialistes, ce n'est pas gagné d'avance et il existe un risque de déformation, de raccourcissement du membre. Traiter correctement toutes les infections, une bonne hygiène et le respect du calendrier vaccinal chez l'enfant permettent d'éviter l'ostéomyélite dont de plus en plus de cas arrivent à l'hôpital Gabriel Touré. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre aimable attention. Demain, 10h, 13h, c'est Rabatili. Je serai là à 20h pour la grande édition. Merci à vous qui nous suivez de Gao. À demain. Bonsoir à tous.